Bonjour et bienvenue, vous écoutez Akiba Plat, le podcast 100% Occitanie pour être bien dans son ventre, dans son assiette et dans sa vie. Si vous êtes à la recherche de conseils et d'astuces pour améliorer votre digestion, si vous avez envie de prendre soin de vous de façon naturelle, si l'alimentation est un sujet qui vous passionne ou qui vous questionne, et si vous voulez découvrir des personnalités locales inspirantes avec un accent chantant, alors vous êtes au bon endroit. Je suis Audrey Boyer, naturopathe certifiée et fondatrice de ce podcast. Ce qui me passionne, vous accompagner à mieux manger et à retrouver un ventre serein pour un quotidien plus apaisé. Dans ce podcast, seul ou avec mes invités, je vous partage tous les mardis des conseils et astuces pour prendre soin de vous et de votre santé au naturel. Et maintenant, place à votre nouvel épisode. Vous écoutez l'épisode 62 d'Akiba Plat Podcast. Dans cet épisode, on va parler de contraception naturelle, de potentialisation de la fertilité, de cycle menstruel et même de charge mentale. Et tout ça grâce à une méthode naturelle encore peu connue, la symptothermie. Que vous soyez en quête d'une alternative à la contraception hormonale, en désir de grossesse ou simplement curieuse de mieux connaître votre corps, cet épisode est pour vous. Et si vous êtes un homme, ne partez pas en courant, vous apprendrez forcément des choses. Pour parler de symptothermie, j'ai le plaisir de recevoir Julie Molimar, naturopathe à Aucun, dans les Hautes-Pyrénées en Occitanie. Pour la petite histoire, cet épisode a été enregistré en juillet 2024 et n'est publié qu'aujourd'hui à la demande de Julie. Bonne écoute! Bonjour Julie! Bonjour! Alors, avant de rentrer dans le vif du sujet, est-ce que tu pourrais nous dire un petit peu qui tu es ? On va commencer par ça parce qu'après j'ai d'autres questions sur comment tu as découvert la naturopathie, etc. Mais voilà, déjà nous dire un petit peu qui tu es. Eh bien, j'ai 42 ans, je vis dans les Hautes-Pyrénées, près de Lourdes. Je suis maman d'un petit garçon et je suis passionnée de naturopathie et surtout de santé féminine. Alors justement, comment tu as découvert la naturopathie et pourquoi tu as décidé de te former ? Eh bien, je pense que c'était en 2016, ouais, même avant en fait. Il y a plusieurs années, j'ai eu de gros problèmes digestifs qui m'ont handicapée, mais énormément. Et j'ai trouvé des solutions grâce à un médecin homéopathe qui pratiquait la naturopathie, mais je ne le savais pas encore. Et en me documentant, en cherchant pour aller mieux, en fait, je suis tombée sur l'ostéopathie, j'allais dire. Mais l'ostéopathie m'a énormément aidée. Mais la naturopathie, en tout cas, a été vraiment une découverte qui a changé ma vie, en fait. Et donc, c'est comme ça que j'ai décidé, après, de me former parce que ça me passionnait et que je voulais, en fait, connaître plein de choses pour ma santé et surtout pour aider, en fait, mes proches, dans un premier temps, à être en meilleure santé. Et puis, au fur et à mesure du temps, je me suis pris au jeu, en fait, des cours, des connaissances que je pouvais découvrir grâce à l'école dans laquelle je suis, là. Et voilà, et c'est devenu une évidence, en fait, que je voulais vraiment œuvrer pour que les femmes connaissent le mieux, du mieux qu'elles peuvent, en fait, leur corps et qu'elles soient actrices de leur santé. Voilà. C'est justement la question que je voulais te poser par rapport au type de public que tu souhaites, que tu vas accompagner. Donc tu nous as parlé des femmes. Est-ce que c'est uniquement les femmes ? Est-ce que c'est d'autres publics ? Et aussi, pourquoi les femmes ? Eh ben, au début, je me disais que les femmes parce que tout simplement, j'ai acquis des connaissances, en fait, beaucoup sur cette santé, du coup, féminine et que je me sentais légitime, en fait, plus à aider, en fait, les femmes qui souhaiteraient être aidées pour avoir une meilleure santé. Au fur et à mesure du temps, je me suis dit pourquoi pas être ouverte à tous les publics, aussi bien les femmes que les hommes. Et en fait, je pense que j'ai trouvé un peu un compromis, en tout cas dans mon projet futur, puisque pour l'instant, il n'est pas question, parce que je n'ai pas terminé mes études et puis parce que je fais autre chose par ailleurs. Mais en tout cas, dans un futur moyen terme ou long terme, ça serait aussi bien, alors, plutôt accompagner les femmes, majoritairement, mais aussi les couples. Et ça va revenir sûrement dans une de tes prochaines questions, mais j'aimerais vraiment, en fait, que la santé, en fait, des femmes et la santé reproductive des femmes, qui est en fait une charge mentale portée seulement par les femmes, puisse être vraiment portée par le couple quand c'est un couple hétérosexuel. Et donc j'aimerais bien, en fait, aider, en fait, les couples qui en auraient besoin, en tout cas, soit pour de la contraception naturelle ou s'ils sont en période de procréation et qu'ils n'y arrivent pas,
pouvoir les aider tous les deux en fait à arriver à être parents. Et donc voilà, ça serait toujours dans cette optique, en tout cas de fertilité, soit en termes de contraception, soit d'aide à la procréation, que j'aimerais en tout cas aider aussi bien les femmes que les hommes. Mais globalement, en tout cas, ce serait un accompagnement tourné vers la femme. Ouais. D'accord. Donc plus tourné vers la fertilité, ou est-ce que tu accompagneras aussi tout type de femmes en dehors des périodes de fertilité, par exemple? Ça sera tout problème, j'ai envie de dire, enfin en tout cas toute aide confondue, même si j'adore en fait ces sujets sur la contraception, la fertilité, et qui sont pour moi des sujets plus que de santé, en fait, c'est des sujets militants. Mais en tout cas, oui, ça sera vraiment une santé féminine globale, puisqu'il y a un sujet aussi qui me passionne beaucoup, c'est tout ce qui est le sport, et l'impact en fait des performances sportives en fonction des moments du cycle. Donc ça, c'est quelque chose sur lequel je suis en train de travailler, d'acquérir des connaissances personnellement. Et je me rends compte en fait de tous les ponts que je peux aussi mettre en place pour aider justement des sportives à acquérir des meilleures performances sportives en leur apprenant à étudier leur cycle. Et je trouve ça passionnant en fait. Le cycle, pour moi, c'est une synthèse parfaite en fait de la santé de la femme. Ça permet de comprendre en quel état de santé elle est et de faire tous les ajustements possibles grâce à cet outil-là. Donc voilà. Est-ce que tu peux nous faire un petit rappel sur le cycle? Parce que bon, en général, quand on est une femme, on sait à peu près ce que c'est. Mais pas tant que ça. Ouais, c'est bien que tu le poses parce qu'il y a beaucoup de femmes en fait qui ne savent pas comment elles fonctionnent. On n'apprend pas aux femmes en fait comment leur corps fonctionne. Alors schématiquement en fait, on va dire qu'un cycle, ça a une durée entre 25 et 35 jours, parce que les femmes n'ont pas du tout un cycle qui est de 28 jours comme on nous apprend, mais ça oscille, voilà. On a des tendances, on n'ovule pas au 14e jour, c'est pareil. Une majorité de femmes peut-être ovulent autour de la moitié de son cycle, mais c'est pas la grande majorité. Donc ça, déjà, c'est des choses qu'il faut comprendre et savoir quand on se base que sur ces données-là pour sa contraception, d'où les ratés qu'il peut y avoir aussi. Et donc, comment ça se passe ? Le premier jour de son cycle, c'est le premier jour de ses règles. Les règles durent à peu près entre 2 et 6 jours, en fonction des femmes. Et passé ce moment-là, en fait, on rentre dans une période de fertilité. Enfin même, j'ai envie de dire, la période de fertilité peut débuter dès le premier jour des règles. Mais ça, pour le savoir, il va falloir s'observer pendant très longtemps. Donc quand on ne le sait pas, on part du principe qu'on est fertile à partir du premier jour des règles. Donc faites très attention si vous avez vos règles et que vous ne vous protégez pas. Donc premier jour des règles jusqu'à après 3 jours après l'ovulation. Je vais y arriver. Donc il y a vraiment tout ce moment-là, toute cette phase-là où on est potentiellement fertile et où potentiellement on peut tomber enceinte. Et passé ces 3 jours après l'ovulation, on rentre dans une autre phase qui est donc la phase infertile, qui va durer jusqu'au premier jour des règles. Et finalement, cette phase fertile, elle dure beaucoup plus longtemps, d'après ce que tu dis, que ce qu'on nous apprend. Et oui, complètement. Parce que en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que il n'y a pas que le moment de l'ovulation où on est fertile, il y a les jours avant et les jours après. Pourquoi ? Parce qu'un spermatozoïde a une durée de vie d'à peu près 5 jours. Et puisqu'on ne sait pas, si on ne s'observe pas, on ne connaît pas le moment de l'ovulation, eh bien, on a du coup 5 jours avant et globalement, pas 5 jours après, mais au moins 2-3 jours après. Et donc là, on arrive déjà à 8 jours de fertilité. Sauf que aussi, certaines femmes vont ovuler régulièrement à 10 jours après leurs règles, leur premier jour de règles. Et donc, si on remonte en avant, on se rend compte qu'on va être vers le 4 ou 5e jour après son premier jour de règles. Donc, il va falloir vraiment augmenter la durée, en tout cas, d'attention, où il va falloir avoir une contraception pendant cette période-là, pour être sûr de ne pas tomber enceinte. Parce que les spermatozoïdes, dans un terrain, dans un milieu propice à rester en vie, ils restent vaillants jusqu'à au moins 2 à 3 jours, on dit, après l'ovulation. Après, on prend large après l'ovulation pour vraiment être sûr que quand on passe en phase infertile, justement, il n'y a plus aucun problème. Mais si je dois résumer, en fait, il y a 2 phases dans un cycle. C'est du premier jour des règles au moment de l'ovulation. On appelle ça la phase folliculaire. C'est-à-dire que là, il va y avoir une maturation en fait, de plusieurs follicules dans les ovaires.
jusqu'à ce qu'un seul, en fait, soit expulsé, donc l'ovule, au moment de l'ovulation. Et une fois que l'ovule est expulsé, c'est le corps jaune, c'est-à-dire le résidu des follicules, qui va prendre le relais, qui va diffuser, en fait, une autre hormone qui s'appelle la progestérone, de l'ovulation jusqu'à la fin des règles. Et cette phase, on l'appelle la phase lutéale, puisque tout notre corps, en fait, est régi, en fait, par des hormones, et que dans la phase folliculaire, qui est la première phase, et dans la phase lutéale, qui est la deuxième phase, il y a un jeu d'hormones qui n'a rien à voir entre ces deux phases-là. Et donc, le corps va réagir à ces hormones, et du coup, dans la première phase, faire en sorte d'accueillir un futur ovule, et donc un ovule fécondé, puisqu'on est aussi fait pour, du coup, porter un enfant chaque mois. Voilà, l'endomètre, c'est-à-dire toute l'épaisseur de son utérus va augmenter lors de la première phase du cycle. On va avoir une glaire cervicale, donc ce mucus qu'on trouve dans le fond de notre culotte, qui va évoluer du pâteux jusqu'au filant. On va ressentir des sensations mouillées dans notre culotte jusqu'à l'ovulation. Et puis après, la progestérone qui va vraiment être là pour, elle, accueillir et faire en sorte que l'ovule fécondé soit le mieux, le plus au chaud, j'ai envie de dire, qui ait toutes les conditions pour qu'il puisse s'accrocher, en fait, dans l'utérus. Donc cette hormone va faire en sorte que, voilà, on va boucher le col de l'utérus, on va augmenter la température du corps. Elle va augmenter la température du corps pour être sûre que cet ovule va être le plus au chaud possible. Et puis voilà, il y a aussi d'autres conséquences dues à cette hormone. Mais c'est passionnant. Et c'est là qu'on se rend compte à quel point le corps humain est vraiment bien fait, parce qu'il y a plein de choses qui se passent, en fait, dont on n'a pas forcément conscience. Exactement. On n'a pas conscience, et on n'a pas conscience des enchaînements, en fait, qu'il peut y avoir entre le jeu des hormones qui joue sur le développement, en fait, donc de notre endomètre, de notre ovule, de notre glaire cervicale, voilà, mais aussi sur ce jeu qu'il peut y avoir entre les organes reproducteurs, qui sont les ovaires, avec aussi notre cerveau, qui communique, en fait, sans arrêt pour faire des réglages en temps réel, et déclencher, par exemple, l'ovulation à un moment T, et déclencher les règles à un autre moment. Et c'est passionnant, et c'est un peu central quand on a envie d'être actrice de sa contraception et de sa fertilité, en fait, et de sa santé tout court. Est-ce que toi, d'ailleurs, c'est ton cas? Est-ce que ça a été ton cas de découvrir ça au moment où peut-être tu as voulu avoir un enfant, ou est-ce que tu as découvert ça avant? Et ben non, en fait, j'ai découvert ça grâce à la naturopathie, parce que ça faisait des années que je prenais une pilule contraceptive, et que j'en avais vraiment marre, parce que j'en pouvais plus d'être obligée de prendre ce cachet tous les soirs. Ça devenait très compliqué pour moi de l'ingérer. Et je me suis dit, mais comment faire pour avoir une contraception malgré tout fiable? Ça a été la première étape. Donc je me suis beaucoup documentée grâce à une collègue, justement, dans mon école. J'ai su que la symptothermie existait, donc la grosse révélation, quoi, qui est donc une méthode de contraception naturelle, mais aussi d'aide à la procréation. Et une fois que j'ai pu me documenter, je me suis formée toute seule, et après j'ai été accompagnée pour me faire suivre par une formatrice, pour pas être toute seule dans la nature avec ce qu'on appelle un cyclogramme, qui est un tableau où on note, en fait, notre température, nos ressentis, et qui nous permet de savoir justement quand est-ce qu'on est fertile et infertile. Donc c'est vraiment notre tableau de bord de fertilité ou de contraception. Et une fois que j'ai eu toutes ces connaissances-là et que j'étais à l'aise, ça a correspondu à un moment de ma vie où j'avais envie, en effet, d'avoir un bébé. Et ça a été une méthode vraiment hyper intéressante, justement, pour savoir à quel moment j'étais la plus fertile, et m'aider assez rapidement à tomber enceinte. Ouais. Et ça redonne du pouvoir aussi de savoir comment son corps fonctionne, de pouvoir contrôler aussi les moments. Et aussi donc avoir du pouvoir, se sentir actrice de ce qui se passe en soi, et puis aussi surtout comprendre s'il y a des déséquilibres. Parce qu'en fait, la symptothermie nous montre vraiment s'il y a un problème dans le cycle, à quel moment du cycle il y a un problème. Toutes les données qu'on recueille tout au long d'un cycle sont vraiment très précieuses. Et ça, c'est en effet des connaissances que j'ai vraiment à cœur de transmettre aux femmes. Parce que souvent, des femmes arrivent avec
des problématiques de SOPK, donc syndrome des ovaires polykystiques, ou d'endométriose, ou justement de cycle irrégulier, et ne comprennent pas en fait ce qui se passe dans leur cycle. En prenant en main sa santé, elle va se rendre compte que en prenant sa température, en s'observant, elle va voir en fait les déséquilibres apparaître sur son cyclogramme. Une température qui n'est pas assez haute, par exemple, en seconde partie de cycle, une ovulation qui en fait peine à se faire avec des tentatives d'ovulation à plusieurs fois dans le cycle. Donc ouais, c'est vraiment passionnant. Et puis en effet, comme tu disais, c'est reprendre le pouvoir, comprendre ce qui se passe et trouver des solutions quand il y a des équilibres. Ouais. Alors avant de nous parler de la symptothermie, on va revenir évidemment dessus parce qu'il y a sûrement des personnes qui nous écoutent et qui ne savent pas ce que c'est, donc ça serait bien de pouvoir le représenter. J'ai une question qui m'est venue sur la place des hommes en fait dans les couples justement hétérosexuels. Parce que finalement, est-ce que la symptothermie, c'est pas de nouveau une charge mentale pour les femmes, vu que c'est la femme qui doit noter sur son petit carnet, s'observer, etc. Enfin, est-ce que l'homme peut trouver sa place Ouais, c'est une très bonne question. Et j'ai deux réponses qui sont un peu contradictoires. C'est-à-dire que la première, c'est que c'est une méthode qui est simple quand on l'a... Enfin, quand on a... Au quotidien, pendant plusieurs mois, on la prend en main. Enfin, je veux dire, ça devient évident. Enfin, voilà, il y a une évidence une fois qu'on l'a comprise. Mais c'est vrai que comme tout apprentissage, ça demande du temps. Donc, c'est une charge qui revient principalement et souvent, malheureusement, à la femme. Et c'est un peu passer d'une méthode contraceptive orale avec un cachet qui, du coup, est aussi une charge pour la femme, à une autre méthode qui est aussi une charge pour la femme. Donc, j'ai envie de dire que là, malheureusement, j'ai pas trop de solutions, si ce n'est, en effet, intégrer son compagnon au maximum dans ces apprentissages-là. Il y a heureusement de plus en plus d'hommes qui s'intéressent à la contraception et qui ne la font pas seulement porter à la femme, même si, au final, la femme prend sa température tous les matins, donc c'est bien elle, c'est elle qui note ses ressentis, mais il y a aussi une manière pour les hommes de se questionner, de questionner leur compagne en disant « Alors, t'en es où de ton cycle? Tu peux me montrer ton cyclogramme T'es dans quelle phase ta glaire, elle est comment en ce moment ?» Ce qui rapproche forcément beaucoup. Mais en tout cas, voilà, il y a une autre façon d'être intégré à ces observations-là. Et puis aussi d'être comment on peut dire, d'être pas en confiance, mais d'être responsable. Voilà, c'est le mot que je cherchais, d'être aussi responsable en fait de cette contraception. Puisque si on n'écoute pas sa compagne dire « Mais non, là, je suis pas en phase fertile » ou là, au contraire, je suis en phase fertile, faisons très très attention. Voilà, la conséquence est quand même... soit de toute façon d'être enceinte et pour le meilleur ou pour le pire pour certaines femmes ou couples. Donc j'ai pas de solution si ce n'est que de dire aux hommes qu'on a besoin d'eux et quelle que soit en fait la charge contraceptive. Après, il existe d'autres moyens de contraception. Et la symptothermie, moi j'ai envie de dire, on n'est pas obligé en fait de la pratiquer. Ça ne correspond pas forcément à toutes les femmes justement à cause de cette charge mentale. Il faut un temps d'apprentissage qui est assez long. Il faut avoir envie, il faut être disponible. Des fois on est trop fatigué, on a trop de choses à gérer dans sa vie. Et c'est vrai que cette méthode est assez quand même, demande de la précision. Donc il faut être en capacité d'avoir cette disponibilité. Et de l'autodiscipline aussi. Et voilà, de l'autodiscipline, parce que si en tout cas on utilise la symptothermie juste pour la méthode de contraception, c'est quand même une sacrée responsabilité, comme je disais tout à l'heure, et il n'est pas question en fait qu'elle ne fonctionne pas. Donc voilà. Après, si en fait il n'y a pas cette possibilité d'intégrer son conjoint, il y a malgré tout d'autres formes de contraception, j'ai envie de dire naturelles, mais qui sont là pour le coup à la charge réellement des hommes. Et ça, c'est possible, en fait, de tomber sur des compagnons qui s'intéressent à ces autres méthodes qui fonctionnent aussi, qui sont aussi très restrictives, mais qui commencent voilà, à toucher je dis quelques parce que c'est encore une minorité d'hommes. Et je pense à une association sur Toulouse, en tout cas, qui milite pour donner toutes les informations nécessaires aux hommes qui ont envie justement
se mettre sur ce chemin-là avec les slips chauffants. Voilà, il y a vraiment, heureusement, des militants aussi masculins qui font du super boulot. Ouais. Oui, parce que finalement, les femmes sont fertiles à une certaine période de leur cycle, mais en fait, les hommes sont fertiles tout le temps. Tout le temps, voilà. Et on s'intéresse très peu, justement, à cette question-là, alors que c'est pour autant, eux qui nous mettent... Enfin, pas qui nous mettent, mais en tout cas, qui eux, sont tout le temps fertiles. Oui. Donc, en tout cas, il existe suffisamment de méthodes de contraception pour tous les couples. Et il suffit, en effet, de les connaître et de savoir... quelle est celle, en tout cas, qui correspond le plus au couple à l'instant T. Parce que dans 10 ans, les choses peuvent évoluer, voilà, on peut changer. Il y a aussi la vasectomie, qui est aussi de plus en plus utilisée par les hommes. Voilà, il y a plein d'autres façons d'avoir une méthode de contraception autre que hormonale. Alors, on va revenir justement sur la symptothermie. Est-ce que tu peux nous représenter, on a bien compris que c'était une méthode de contraception, mais aussi une méthode pour observer et potentialiser, si tu peux dire, sa fertilité. Oui. Est-ce que tu peux nous présenter cette méthode? Quelles sont les grandes lignes? Comment ça fonctionne? Et quel est aussi le taux de fiabilité de cette méthode? Oui, alors le taux de fiabilité de cette méthode, c'est le plus élevé de toutes les méthodes de contraception connues et qu'utilisent les femmes et les hommes. Alors quand je dis connu, taux de fertilité relative, et parce que en fait, dans une méthode de contraception, en fait, il y a deux critères pour qu'elle fonctionne, c'est-à-dire qu'il y a des règles qu'il faut suivre, c'est-à-dire quand on prend une pilule, il faut prendre sa pilule tous les jours, et suivant certaines pilules, la prendre à heure fixe. Si on ne respecte pas cette règle, elle ne fonctionne pas de manière optimale. De la même manière, en fait, la symptothermie, si on ne respecte pas les règles de la symptothermie, elle ne fonctionnera pas de manière optimale. Ça, c'est deux choses. Et pour revenir à ta première question, qu'est-ce que c'est que la symptothermie? En fait, c'est une méthode justement de contraception ou d'aide à la fertilité ou à la procréation qui permet en fait de savoir quelle est la fenêtre de fertilité et d'infertilité d'une femme sur un cycle. Et comment ça fonctionne? Ça fonctionne sur la prise de température tous les jours à la même heure, et de l'observation de sa glaire cervicale tous les jours, à peu près, en tout cas pas à la même heure parce qu'on s'observe tout au long de la journée, mais en tout cas on reporte ces observations tous les jours, souvent le soir avant de se coucher. Est-ce que tu peux nous expliquer peut-être comment prendre la température et qu'est-ce que la glaire cervicale? Voilà, alors la température, on peut la prendre soit dans la bouche, soit intravaginale, soit anale, de manière anale comme un thermomètre. Et surtout, en fait, il faut utiliser un thermomètre à double décimale. C'est-à-dire pas votre thermomètre que vous avez à la maison, mais un thermomètre spécial où, derrière la virgule, on a 2 chiffres. Parce que c'est beaucoup plus précis et ça nous permettra justement de saisir les petites fluctuations de température. Et après, qu'est-ce que la glaire cervicale? En fait, c'est le mucus que vous retrouvez dans votre culotte ou quand vous vous essuyez, qui permet, en fait, suivant la texture de ce mucus, de donner des informations justement sur cette phase fertile ou pas. En fonction du moment du cycle, en fait, cette glaire cervicale va se modifier sous le joug des hormones. Et en première moitié de cycle, donc du premier jour de règles, on la voit pas trop pendant nos règles, mais en tout cas, une fois que les règles sont terminées jusqu'à l'ovulation, la glaire cervicale va passer de pâteuse à quelque chose de plus en plus filante, voire ce qu'on appelle le blanc d'œuf. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, quand vous avez une glaire cervicale très très filante et très blanc d'œuf, vous allez aux toilettes, vous avez besoin de beaucoup de papier pour vous essuyer, par exemple. Donc là, c'est une indication très importante pour les personnes qui font de la symptothermie. Ça veut dire vraiment qu'on est presque au climax, en fait, juste avant l'ovulation, ou en tout cas à quelques heures, ou au moment, en fait. Voilà. En tout cas, ça donne une information qui doit être corroborée, par contre, à l'observation d'une montée de température. Donc c'est pour ça qu'on utilise toujours 2 observables. On peut aller jusqu'à 3, qui est la forme et la distance du col de l'utérus quand on s'observe en intravaginal. C'est pas évident, en fait, cette donnée-là. Donc moi, je la mets un peu de côté. C'est plus pour les initiés. C'est déjà pas évident pour tout le monde de s'observer en intravaginal. Mais en tout cas, les 2 observables qui sont la température et la glaire servent en tout cas
sont suffisantes pour pouvoir justement déterminer cette phase de fertilité ou d'infertilité. Et pourquoi la température? Parce qu'en première moitié de cycle, en fait, la température va être la plus basse. Sous le coup des oestrogènes, en fait, notre corps a une température plus basse que lorsque en tout cas, on parlait tout à l'heure d'ovaire qui est en train de faire maturer des follicules pour qu'un seul gagne et soit l'ovule qui soit du coup éjecté de l'ovaire au moment de l'ovulation. Et ben en tout cas, l'ovaire, une fois que l'ovule a été éjecté donc, de l'ovaire, va créer ce corps jaune. Et le corps jaune sécrète de la progestérone. Et cette hormone-là, en fait, elle permet d'augmenter la température du corps. Donc, juste un peu avant l'ovulation et du coup, les jours après l'ovulation jusqu'au premier jour de règle, normalement, en fait, ce corps jaune sécrète cette hormone et donc augmente notre température. Et c'est pour ça qu'on sait qu'on a ovulé ou qu'on est juste au moment de l'ovulation, puisqu'on a dans notre courbe, justement, sur notre cyclogramme, une température qui, d'un seul coup, va augmenter. Et on a un pic de température qui corrélé avec cette observation de la glaire cervicale, qui est très filante, où on a beaucoup d'humidité dans la culotte. On sait que voilà, on est presque à quelques heures ou sur le moment de l'ovulation. Et cette température, donc il me semble qu'il faut la prendre à un certain moment de la journée. Oui, alors nous on décide, en tout cas dans les règles qu'on apprend, c'est souvent le matin, c'est le matin et c'est avant de poser le pied par terre et de se lever. On doit au moins avoir eu 20 minutes couché. Par exemple, si on s'est réveillé pour faire pipi 30 minutes avant son réveil, et ben on se recouche, on attend 30 minutes, on dit entre 20 et 30 minutes, on prend sa température et là on peut se lever. Il faut vraiment faire attention parce que tout simplement à partir du moment où le corps est en action, la température augmente. Donc voilà, donc il y a cette possibilité de la prise de température au thermomètre, mais il y a aussi une autre possibilité. Il y a des bracelets en fait, qui prennent la température en continu tout au long de la nuit et qui permettent de faire des moyennes de température. C'est moins contraignant si on a des réveils nocturnes assez répétés. Souvent, je pense aux femmes qui ont des enfants en bas âge, qui doivent se lever plusieurs fois parce que son enfant se réveille. Et donc, ces réveils successifs peuvent influer sur la courbe de sur la prise de température le matin. Du coup, on peut préférer aussi ce genre de prise de température qui est plus fiable, j'ai envie de dire. Donc, tous les matins, à heure fixe, en étant au moins une demi-heure allongée. Et moi, je préfère orienter les femmes sur une prise de température de manière vaginale ou anale, puisqu'à la bouche, on a trop de... c'est pas assez fiable pour moi, en fait, la température prise dans la bouche. Et je t'ai pas posé la question avant, mais la symptothermie, cette méthode, elle a été mise au point par qui? Alors, je voudrais... Là, j'ai pas la je me souviens plus, en fait, de l'inventeur. En tout cas, ce qui est assez drôle, c'est que c'est une méthode... il y a plusieurs méthodes qui s'en rapprochent, et souvent, en fait, nos grands-mères ou nos mères connaissent la méthode Ogino, parce qu'elles se disent « Ah bah oui, nous on la faisait, mais elle était vraiment pas sûre, cette méthode. » Et pourquoi? Parce qu'en fait, les méthodes qui se basent à peu près sur la symptothermie, on pense qu'elle se base sur la symptothermie. En fait, la méthode Ogino, c'était juste se dire que le cycle faisait 28 jours, que que l'ovulation était du coup au milieu, au 14e jour, et qu'autour du 14e jour, on faisait très attention et ça réduisait les risques. Or, comme on l'a vu ensemble, en fait, on ne sait jamais quand est-ce qu'on va ovuler, même s'il y a des grandes tendances, parce que quand on s'observe en fait sur une année, on voit à peu près en fait qu'on ovule toujours à 1 ou 2 jours près, toujours au même moment. Mais si on n'a pas cette donnée-là, en fait, on ne sait pas du coup quand est-ce que la fenêtre de fertilité est terminée, puisqu'on n'a pas la connaissance de cette montée de température, et même ne serait-ce que la glaire, parce qu'il y a d'autres méthodes qui n'utilisent que l'observation de la glaire. Avec un observable, c'est pareil, on ne peut pas savoir. Des fois, il y a des fluctuations de glaire qui ne peuvent pas dire en fait qu'on n'est plus fertile. C'est la combinaison des deux qui fait la fiabilité de la méthode. Exactement, que la combinaison des deux fasse que ça soit une méthode fiable. Et pour répondre enfin à ta question sur la fiabilité, en fait, on est au-dessus en fait, de la pilule quand on respecte les règles. Donc on est à plus de 99, je sais plus combien de pourcentage de fiabilité. C'est-à-dire que sur une année, il y aura 0,3% de femmes qui utilisent cette méthode qui auront un enfant.
C'est ça, cet indice de fiabilité qui permet en fait de classer les méthodes de contraception par ordre d'efficacité. Alors qu'on pourrait se dire, non, mais finalement, utiliser un autre moyen de contraception, ça va être plus fiable parce que juste l'observable de ces cycles et de différentes choses, ça va pas être forcément fiable. Enfin, en tout cas, je pense qu'il y a encore, tu as peut-être entendu ça aussi. Oui, en fait, c'est pour ça que je dis que cette méthode, elle fonctionne extrêmement bien, mais en fait, elle demande de la rigueur et de la constance. Et c'est comme la pilule, en fait. Si vous n'êtes pas constant et que vous n'avez pas de rigueur, vous tombez enceinte. Et là, c'est exactement la même chose. Les règles, elles existent, et justement, il y a ce temps qui est suffisamment long avant l'ovulation, puis après l'ovulation, pour être certain, en fait, de bien fermer la fenêtre de fertilité pour après avoir des rapports sexuels non protégés sans problème, en tout cas sans risque de tomber enceinte. Est-ce que tu pourrais nous donner justement maintenant des conseils pour bien utiliser la symptothermie et les pièges à éviter, et peut-être nous dire si cette méthode elle est adaptée pour tout le monde, ou est-ce que, comme tu as peut-être un peu commencé à le dire, pour certaines personnes, ça va peut-être pas être la meilleure méthode à adopter. Oui, déjà, se poser la question de comment on se sent dans son couple, comment est la communication, est-ce que voilà, on est dans une relation qui est stable, durable, est-ce que son compagnon a envie de participer en fait à cette contraception, est-ce que ça lui va, est-ce qu'il est en confiance aussi avec ça, et puis est-ce qu'on n'est pas trop fatigué, justement, est-ce qu'on est disponible pour apprendre une nouvelle technique, parce que ça va prendre du temps, pas forcément beaucoup de temps, mais plusieurs mois. Et est-ce qu'on est suffisamment confiant, est-ce qu'on a suffisamment confiance en soi aussi pour se lancer là-dedans. Et ça, c'est les premières questions à se poser. Après, je pense aussi que si on est en postpartum et qu'on allaite, c'est pas du tout le moment en fait de commencer. Alors, on peut commencer à s'observer, mais vraiment, en fait, on a des fluctuations hormonales encore qui sont beaucoup trop importantes et qui faussent en fait l'observation. Il y a des règles que moi je ne connais pas en fait quand on allaite par exemple, mais il y a quand même des formatrices qui peuvent vous suivre même en période d'allaitement. Donc ça c'est quand même faisable, mais c'est quand même un préalable à connaître en amont. Vous êtes dans une période qui est plus complexe, donc il y aura des règles qui seront différentes que si vous n'allaitez pas par exemple. Donc ça c'est la première chose. Après, comment faire ? Moi, je vous conseillerais déjà de chercher un cyclogramme sur Internet et de l'imprimer et d'acheter un thermomètre à double décimale qu'on trouve, ça coûte une 20aine d'euros. Et puis, vous commencez à vous observer. Donc, à vous observer tous les matins, prendre une prise de température, observable de votre glaire cervicale tout au long de la journée, alors surtout à partir du midi, parce que le matin, en fait, la glaire cervicale peut être très abondante parce qu'on est allongé toute la nuit, et donc d'un seul coup, on a un flux qui est un peu faussé par rapport à ce qu'on va avoir tout au long de la journée. Donc à partir de midi jusqu'au coucher, vous allez observer si vous sentez que vous êtes plutôt sèche, humide, au niveau de la vulve, est-ce que c'est mouillé, est-ce que votre glaire, au moment où vous essuyez, elle est pâteuse, elle est filante, est-ce qu'elle ressemble à du blanc d'œuf. Donc ça, c'est noter, en fait, ces ressentis. Et découvrir en fait ce que vous allez trouver, c'est un peu comme une chasse au trésor, quoi. Vous allez voir d'un seul coup tous ces paramètres évoluer, il y a un peu quelque chose de magique, quoi. D'un seul coup, la température augmente, on n'a plus de glaire, ça y est, vous savez en fait enfin quand est-ce que vous avez ovulé. Vous n'êtes plus à vous dire ah non mais j'ai eu mal au ventre il y a 3 jours, c'était il y a 3 jours que j'ai ovulé. En fait, on peut avoir mal au ventre à plusieurs moments du cycle. Enfin, ça n'a rien de sérieux, en fait, ce genre d'observation, même si ça donne d'autres observations. Et dans ces cyclogrammes aussi, il y a la possibilité de mettre son ressenti physique. Est-ce que vous avez eu mal à la tête ? Est-ce que vous avez eu des contrariétés, un gros stress ? Parce qu'on sait aussi que le stress peut avoir un impact sur le moment de l'ovulation. Et enfin, je vais revenir aussi sur quelque chose que tu me demandais. Il faut aussi faire attention quand on a pris de l'alcool la veille, au soir par exemple, sur la prise de température le matin qui suit, puisque la prise d'alcool ou avoir fait un sport assez tardivement dans la journée peut aussi augmenter la température le matin. Donc ça, c'est des choses qui peuvent un peu biaiser aussi la prise de température, ou tout simplement quand vous êtes malade aussi. Forcément, quand on a un peu de fièvre, la température va avoir tendance à être aussi faussée. Donc ça, c'est des choses qu'on apprend quand on est formé à la symptothermie. On met entre parenthèses ces moments-là, parce que c'est pas des moments fiables.
Après, une fois qu'on s'est observé, j'ai envie de dire, pendant de 1 mois à un petit trimestre, en fait, là, on a suffisamment de données pour se faire suivre et accompagner par une formatrice en symptothermie que je recommande vraiment, qui vous formera vraiment sur toute la base, quoi. Donc, si j'ai bien compris, il faut d'abord s'observer pendant un trimestre avant d'aller se faire accompagner. C'est pas obligé, D'accord. mais en tout cas, ça permet, je pense, de déjà se découvrir et d'avoir une antériorité, en fait, avec des cycles pour avoir de quoi travailler avec la formatrice. Il y a plein de femmes qui se forment, en fait, sans avoir eu ces cyclogrammes 2 ou 3 mois en amont. Moi, je trouve que c'est quand même intéressant, en fait, juste de s'observer. Sauf si on est très pressé, hein, il n'y a pas de problème. Vous allez, de toute façon, avec une formatrice, vous allez apprendre toutes les règles. Souvent, en fait, les femmes qui font des formations, en plus, ont des programmes en ligne qui vous permettent d'acquérir toutes les connaissances nécessaires. Et après, en fait, elles offrent un suivi, en fait, souvent sur 3-6 mois, où elles vous corrigent, en fait, dans l'interprétation de vos cyclogrammes. Donc c'est ça l'objectif, je dirais, d'aller voir une personne qui fait de la symptothermie, c'est pour venir avec ses observables ou ses questions et voir un petit peu le feedback en fait, de la personne qui va nous corriger si on s'est trompé ou voilà. Oui, parce que là, je parlais vraiment de courbes, par exemple, de température qui augmente, de glaire qui change, mais en fait, pour calculer, pour fermer la fenêtre de fertilité, il va falloir que la température ait augmenté d'un certain nombre de millidegrés, en fait. Et cette moyenne, par exemple, cette température qui doit être contrôlée, en fait, qui doit être assez haute et stable, doit être prise en amont, de l'ovulation, à plusieurs jours en amont. En fait, il y a plein de règles que je n'ai pas du tout évoquées, mais qui doivent être apprises avec cette formatrice pour calculer vous-même, en fait, cette moyenne de température. Est-ce que le plateau de température haute est bien atteinte, et bien être sûr que tous les paramètres sont là pour fermer la fenêtre de fertilité. Ouais, donc c'est quand même hyper complexe c'est pas au début, en tout cas, à prendre en main, donc il vaut mieux se faire accompagner pour être sûr de ce qu'on fait, quoi. En fait, ça paraît complexe, mais ce sont des règles très simples, en fait, qu'il faut juste suivre à la lettre. Ouais. Et donc, oui, l'accompagnement est essentiel. Enfin, je dirais jamais à quelqu'un de partir en méthode de contraception avec la sympto sans avoir été formé et suivi. Et au bout de combien de mois à peu près d'observation, on peut dire, bon, bah ça y est, on arrête l'autre méthode, enfin, pas forcément d'ailleurs. Oui. Mais au bout de combien de mois à peu près, on sait que ça y est, on est calé et que voilà, ça sera facile. Eh ben, j'ai envie de dire que à partir du moment où la formatrice qui, du coup, vous aura donné toutes les clés pour comprendre cette méthode vous dira, OK, vous êtes apte, en fait, à suivre votre cycle. Et en fait, quand on part du principe, en fait, que quand on a un doute, en fait, on a toujours notre méthode de contraception bis, c'est-à-dire soit l'abstinence, soit, en fait, une autre manière de faire l'amour qui n'engage pas, en fait, un risque, ou soit le port du préservatif. Et il ne faut pas hésiter, en fait, à intégrer ces 3 choix-là dans sa vie quand on n'est pas sûr. Le but, c'est pas, encore une fois, d'être mis au pied du mur ou d'être enceinte, de tomber enceinte parce que, malgré tout, on a fait cette méthode et on n'était pas certaine. Non, le risque, si on sent qu'il y a risque, on peut et on se doit de passer sur une autre méthode. Donc là, c'est vrai, ça sera vraiment du ressenti de chacune et de chacun et dans le couple. Mais ça peut se faire très rapidement. Je pense que quelqu'un qui a suivi pendant un trimestre une formation avec quelqu'un de sérieux peut tout à fait se lancer avec en backup une méthode bis de contraception si vraiment elle a peur au début pendant cette période de fertilité. Mais au fur et à mesure du temps, on prend confiance aussi. On prend confiance dans la régularité, en fait, de ces observables. On se dit, peut-être le premier mois, on aura peur, donc on va avoir le préservatif en doublon. Et puis, au fur et à mesure, on voit qu'il y a une régularité qui s'installe et qu'on est complètement capable, en fait, de tracer sa ligne de courbe, de se dire que là, c'est bon, ça y est, je suis plus fertile. De se faire recontrôler par sa formatrice pour être sûre, j'ai bien compris. Et voilà, et après, ça va très bien.
Et ça peut aussi servir justement à optimiser la fertilité, parce qu'aujourd'hui, il y a énormément de problèmes de fertilité. Oui. D'où l'importance de bien se connaître et de bien s'observer pour, si je peux dire, maximiser en fait les chances aussi de pouvoir concevoir un enfant. Complètement. Et c'est vrai que, comme je pouvais le dire tout à l'heure, s'observer permet aussi et avant tout de voir s'il y a un problème au moment du cycle, problème quel qu'il soit, en amont de l'ovulation ou après l'ovulation, et de le corriger en même temps en fait qu'on essaye de faire un bébé. Et cet outil-là est formidable en fait, puisque comme tu disais, il y a plein de couples qui peinent à faire des enfants rapidement et des fois qui ne comprennent pas à quel moment en fait du cycle ça ne fonctionne pas. Et juste de s'observer, ça donne une quantité d'informations très importante justement pour déjà savoir à quel moment on est le plus fertile, coller en fait au plus proche de l'ovulation aussi ces rapports. Alors après, on sait aussi que, comme je disais, du coup, la durée de vie d'un spermatozoïde, c'est quand même 5 jours. On n'a pas besoin de s'acharner, en fait, tous les jours. Et on n'est pas obligé de mettre toute son énergie pendant 10 jours de manière intensive. Au contraire, en sachant ça, on peut aussi se décontracter et se dire, bon, voilà, pendant 5 jours avant mon ovulation, je suis très fertile. Je serai d'autant plus fertile parce que ma glaire est filante, etc., comme on a dit. Et après, même après l'ovulation, pendant quelques jours, je le suis encore. Donc, maximisons les chances à ce moment-là. Puis après, on se laisse vivre, en fait. Il n'y a plus besoin, en fait, d'être focalisé là-dessus jusqu'au prochain cycle. Oui, parce que se mettre trop la pression, ça n'arrange pas forcément les choses. Les couples disent que c'est vraiment compliqué, en fait. Pour un couple, cette période-là, ça crée des tensions dans le couple. Et voilà, ça permet là de voir en direct ce qui se passe et d'être accompagné par des professionnels de santé en sachant qu'il y a, oui, un problème d'ovulation, ou en tout cas de moment d'ovulation, où l'ovulation a du mal à se faire, ou au contraire, la période entre l'ovulation et les règles est trop courte. Et donc, typiquement, l'ovulation se passe bien, mais l'ovule n'a pas le temps en fait, de migrer ou pas le temps de suffisamment s'accrocher dans l'utérus pour que la grossesse aille plus loin, en fait, tout simplement. Donc, rien qu'avec ces deux observables, on peut déjà savoir où intervenir. Et après, en naturopathie, il y a énormément de techniques, évidemment, pour rééquilibrer tout ça. Exactement, ouais. Donc, on arrive bientôt à la fin de cet épisode. Oui. Est-ce que tu aurais des ressources à nous conseiller sur le sujet, des livres, des documentaires pour Tout à fait. les personnes qui ont envie de se renseigner un petit peu plus sur cette méthode? Oui, alors moi j'ai un livre, si vous avez envie de commencer, ça s'appelle « Vivre sa fertilité naturellement avec les indices combinés ». C'est de Mylène Clichy. C'est un livre tout petit, mais hyper bien fait, qui explique vraiment comment ça se passe, comment fonctionne votre corps, comment se passe cette méthode de la symptothermie, comment elle s'apprend. Et voilà, c'est un super bon bouquin en introduction. Après, en ligne, vous pourrez trouver aussi un recueil de l'association Sans Y-Plan, qui est une association qui forme en fait les formatrices à la symptothermie et qui a écrit un manuel en fait de la symptothermie. Donc ça c'est en ligne aussi, vous le trouverez sur leur site, pardon. Et il y a 2 livres que je voudrais recommander qui sont plus à destination des hommes, puisqu'on en parlait, qui sont des BD que j'ai trouvé vraiment génial et que vous pouvez largement lire à 2. Le premier qui s'appelle L'homme sous pilule d'Anne-Sophie Delcourt, l'itinéraire d'un couple à la recherche de sa contraception. J'ai trouvé ça vraiment très fin, très chouette. Et Les contraceptés, enquête sur le dernier tabou de Guillaume Dodin et Stéphane Jourdain. Là, qui est plus en fait la vision masculine de cette recherche d'une contraception vraiment axée sur les hommes et pour les hommes. Et de cette quête en fait pour prendre à leur charge cette charge de la contraception dans le couple. Et j'ai trouvé ça vraiment très chouette, ouais. Super, merci beaucoup pour toutes ces ressources. Alors, comment faire pour te contacter et pour suivre tes actualités? Eh bien, pour l'instant, j'ai un compte Instagram qui s'appelle Au bout le souffle, où je suis active surtout en story parce que j'ai assez peu de temps, mais où j'aime en tout cas partager du contenu, souvent des articles de presse, des études justement qui touchent à la santé féminine. Et j'ai aussi une newsletter qui est très axée aussi sur la santé féminine. J'essaye vraiment
tous les mois moins, d'en écrire une sur une thématique et où je partage aussi toutes mes recommandations. Donc n'hésitez pas à vous abonner. Exactement, n'hésitez pas à aller suivre Julie. Évidemment, je mettrai les ressources que tu nous as citées et ton compte Instagram pour que les gens puissent aller voir ce que tu fais. Merci beaucoup Julie pour cet épisode, c'était super intéressant. Merci beaucoup, à bientôt. C'était Akiba Plat, le podcast 100% Occitanie pour cultiver le bien-être dans sa vie. Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à le partager autour de vous et à lui mettre une note sur votre plateforme d'écoute préférée. Cela permet de faire découvrir le podcast au plus grand nombre et de soutenir mon travail. Merci infiniment. Et pour me contacter ou retrouver toutes les actualités, abonnez-vous à la page Nature Audrey, NATUR-8 Audrey, sur Facebook ou Instagram, ou bien visitez mon site internet www.audrey-boyer.fr. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode, et en attendant, prenez soin de vous.